Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Mon invité cette semaine, Maître Frédéric Bérard, PhD, constitutionnaliste, auteur et professeur. Je discute avec Frédéric de la loi 2, mais non pas pour discuter de la rémunération des médecins ou de l'accès aux soins, mais plutôt pour la dérive totalitaire que mon invité y voit. Vous verrez que Frédéric n'est pas tendre à l'endroit de la CAQ et je vous invite donc à l'écouter avec attention car il jette certainement un regard révélateur sur les enjeux qui guettent la démocratie dans la société québécoise. Je vous souhaite une bonne écoute. Frédéric, bon matin. Salut. Ça va bien? Mm-hmm. Petit café matinal. Toi-même, malgré les temps gris. Exact. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots pour discuter du projet de loi 2. Donc, je dois dire qu'on est 13 novembre, il est 9h30. J'entends qu'il y a peut-être une conférence de presse du ministre qui est annoncé, donc pour les gens comprennent bien que l'entrevue est peut-être en cours en même temps qu'il se passe des choses majeures dans le dossier dont on va discuter, mais je pense que ça ne diminue pas pour autant la pertinence, je pense, des choses que tu vas me dire aujourd'hui, donc parce que j'ai intercepté certaines de tes communications sur les médias sociaux où tu faisais état du fait que ce projet de loi 2 était anticonstitutionnel ou liberticide, tu sauras me le dire. Donc, puis ça m'intéressait donc énormément, puisque c'est la position de la Fédération également. Écoute, avant de parler de politique, avant de parler en fait de droit, si on parlait de politique, là, disons, puisque toi tu portes plusieurs chapeaux, là, ce projet de loi 2, là, donc passé sous bâillon, mais même depuis le printemps, la position précaire de la CAQ dans les sondages, là, comment tu interprètes ça? Moi, ça m'apparaît plus une mesure électoraliste qu'une mesure de santé publique, là, je sais pas. Il n'y a rien que la CAQ fait qui ne soit pas purement électoraliste. Et voilà. Bien honnête, là, le bilan des 2 derniers mandats, en tout cas du premier mandat puis de celui-ci, moi, je trouve sincèrement que c'est le pire gouvernement de l'histoire, mais en tout cas de l'histoire récente. Il faut remonter à Duplessis puis encore. Ouais. Mais c'est pas le pire gouvernement, comment je dirais, uniquement du fait des catastrophes comme Norval, ça va au-delà de ça. C'est que c'est le pire gouvernement dans l'optique où ça a été le plus cynique que moi j'ai connu, du moins. Okay. Dans l'optique où ce qui intéresse les caquistes, c'est une chose, c'est les sondages. Tout est toujours pensé en fonction des sondages. Rappelle-toi, pendant la pandémie, là, il y a 600 quelques millions qui sont disparus, qui venaient du fédéral, qui ont été versés par le fédéral pour ventiler nos écoles. Jamais cet argent-là a été mis là-dedans et jamais ils ont voulu répondre à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce fric-là. Puis moi, je m'amusais avec ça dans les médias traditionnels. Je dis, j'aimerais ça savoir, il est où 600 millions? 1, parce que la ventilation, c'est quand même utile. 2, parce que c'est quand même pour ça que le fédéral a versé les sommes en question. D'ailleurs, l'Ontario a utilisé les sommes conformément à ce qui était prévu. Et pour le reste,
moi, je blaguais parce que j'ose croire qu'ils n'ont pas claqué 600 millions de sondages, mais je sais qu'ils en ont dépensé des sacrés motons. Pourquoi? Parce que c'est ça qui les intéresse au final. Tu sais, donner, par exemple, des chèques de 500$ aux gens pour influencer le vote, ça, tu n'as même pas le droit de faire ça dans plusieurs régimes dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est vu comme étant de la fraude électorale. Au final, tu sais, hey, tu votes pour moi, je te donne 500$. Puis la dernière journée, avant le vote, du dernier vote de 2022, François Legault dans son autobus, là, je vous promets un chèque en décembre, là, mais là, dans l'intervalle, j'ai besoin de vous, là, votez pour moi. Ça, c'est d'un cynisme total. Tu sais, des gens en arrachent, ils ont de la difficulté. L'inflation est dans le tapis. Le panier d'épicerie rendu trop cher. Le loyer, on n'en parle pas. Puis là, tu as un gars qui arrive, tu votes pour moi, je te donne 500$. C'est sûr qu'il y en a plein qui l'ont pris, le chèque, en se bouchant le nez. Ouais. Mais tu vois, c'est horrible de faire ça. Tu sais, les volte-face ou le troisième lien. OK, on le fait plus. Pourquoi? Ben, regardez les sondages d'un bord, regardez les sondages de l'autre. Ben, en fait, c'était pire que voilà. ça. Le 500$, je me rappelle à l'époque, Dominique Leblanc avait dit, écoutez, le transfert fédéral en santé, là, oubliez ça, là, on vous donnera pas de l'argent pour que vous le redonniez pour acheter du vote. Ça, je me rappelle l'avoir entendu en entrevue. Et le troisième lien, c'était après la partielle dans Jean Talon. La dernière fois, quand c'est le Parti québécois qui est rentré. Écoute, mon Dieu, c'était même pas le sujet du balado, mais le PQ rentre. Puis là, je me rappelle très bien d'avoir entendu Legault dire le lendemain, écoutez, on a entendu le message des électeurs de Jean Talon, on va faire le troisième lien. Alors là, moi, je me dis, écoute, s'il y a des gens à Québec qui se soucient pas beaucoup du troisième lien, c'est mon comté, là. Les gens qui habitent dans mon comté, la grande majorité, je pense, travaillent à Québec, là. Ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire, ça peut pas être plus cynique que ça. OK, ben finalement, pour aller chercher Jean Talon, on va claquer 10 milliards de fonds publics dans une patente à gosse qui tient juste pas la route. En tout cas, bref, c'est toujours des opérations de PR. Guilbeault qui débarque avec ses faux cartables, qui n'a rien dedans. C'est tout le temps des spins. Martin Koskinen, le chef de cabinet de Legault, ça, c'est spineux en chef. C'est tout ce qui les intéresse. Et là, tu vois, donc, pour répondre à ta question, ils ont sûrement fait des focus groups. Ça, c'est assez clair. Et là, dans les focus groups, qu'est-ce qui est ressorti? Il y a deux groupes qui fatiguent la population. Les médecins, parce qu'ils gagnent trop cher, des bébés gâtés, machin, et les syndicats. Et comme par hasard, c'est ces deux groupes-là qui se font se taper sa tête depuis les 3-4 derniers mois. Tu remarqueras, là. Il y a juste ça. Il y a juste un problème de syndicats, il y a juste un problème de médecins. Legault même allait dire, je suis impopulaire parce que les lobbies sont trop puissants. De quoi tu parles? C'est lui qui n'a pas arrêté d'écœurer les syndicats, les médecins. Je veux dire, ils n'ont rien demandé. Là. Pour le reste, les médecins négociaient. Puis là, maintenant, on peut être d'accord. Écoute, je vais aller loin. Là. On peut être d'accord avec l'idée d'une loi spéciale. Je ne dis pas que je le suis, mais on peut l'être. Mais encore faut-il que cette loi-là ait un minimum de bon sens. Et là, ici, la loi 2, écoute, moi, c'est une des pires lois que j'ai vues. Peut-être la pire. Puis c'est pas peu dire, là, j'en ai vu pas mal dans les 10-15 dernières années. Quand même, puis je te rejoins complètement sur le fait que ce soit peut-être le pire gouvernement. Et d'après moi, ça doit influencer un peu l'état d'esprit du premier ministre. Moi, je regarde aller, je suis un peu sceptique par rapport à... Il doit pas être si bien que ça, je veux dire, parce qu'il est quand même seul avec lui-même parfois. Là. Son héritage politique, de passer à l'histoire comme peut-être le pire premier ministre de l'histoire du Québec, on va dire moderne, c'est quand même quelque chose. Là, ce qui est déjà beaucoup. Puis ça, ils ont juste eux à blâmer. Parce que même pendant le premier mandat, où il était dans le tapis de côté sondage, moi, j'ai dit souvent dans les médias traditionnels, vous allez être jugé par l'histoire comme étant le pire gouvernement du Québec moderne. Parce que tout ce que vous faites est guidé par l'électoralisme et le cynisme, essentiellement. Toute la lutte aux musulmans, tout ce qu'ils font, tu sais, on vient de la question des syndicats, là. C'est parce que c'est des mesures ultra-méga populistes, simplistes, qui prenaient les gens pour des épais. Ça a marché pendant un bout de temps, puis là, ça marche plus. Et là, ils essaient de rejouer dans le film de... Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça marche plus? Fait que son discours du trône, le discours d'ouverture, c'était quoi? Ah ben, c'est la faute des musulmans. Ah ben là, c'est la faute des... ça sonnait faux. Ils croient en rien, ces gens-là. C'est ça le problème. Ils croient en une affaire. C'est qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que monsieur puis madame X votent pour moi. Quand c'est même. Ça qui est intéressant. Écoute, ça a le mérite d'être clair. Je me demandais, je pensais... On est dans une démocratie, là, mais de ton point de vue, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, quand on est un parti qui est
Écoute, si on allait en élection aujourd'hui, c'est 0 ou 1 député. Il n'y a pas un enjeu de légitimité pour un gouvernement à prendre des décisions d'une telle importance. Est-ce qu'un gouvernement ne devrait pas avoir, comment dire, l'humilité de se retirer un peu et d'écouter, on va gérer les affaires courantes pour l'instant ou aller en élection? Je sais pas, j'ai comme un malaise de dire qu'ils ont une majorité écrasante obtenue dans des circonstances dont on vient de discuter, prennent des décisions, quand même, veulent tout virer à l'envers, alors que techniquement, ils ne sont plus... Ils n'ont pas de position légitime, je sais pas. J'ai comme un malaise, mais je me dis, c'est la démocratie, ça m'apparaît quand même le meilleur système, mais là, on est comme coincé un peu. Ouais, ben, ton observation est intéressante parce que, effectivement, moi, je me rappelle, François Legault, pour justifier plusieurs de ses mesures, disait, souvent, je sais pas, mais il l'a dit au moins une fois, il disait, il y a au moins 90% des gens qui sont d'accord avec moi sur ma page Facebook, sur telle affaire. Bon, ben, retourne faire un tour sur ta page Facebook, François, là, puis réévalue ça, voir que t'es rendu à combien. Tu sais, quand je parlais de populisme, c'est ça aussi. Tu sais, une page Facebook, ça veut rien dire. Bon, évidemment, ils ont été élus pour 4 ans. Ils sont majoritaires. Techniquement, ils peuvent aller en élection, mais on sait évidemment qu'ils ne le feront pas. Mais c'est assez comique, parce que ce que tu dis là, moi, je suis assez d'accord avec toi. Quand ils ont lancé le « Ah ben là, on est en train de penser à un nouveau plan économique, on va mettre à profit la caisse de dépôt puis de bas de laine des Québécois, le risque serait peut-être calculé. » Arrêtez, là, exact. Ça suffit, là. Vous n'avez assez fait, là. J'ai même proposé, moi, je me trouve drôle, ça soit aux gens de juger, on pourrait se cotiser en gang. Puis envoyer tout le cabinet Legault, tout inclus, là, peu importe lequel, toutes dépenses payées, mais on leur tire l'Internet, vous décidez plus rien, bougez plus, touchez plus à rien. Prochaine élection, on verra. Dans l'intervalle, regarde, on va s'arranger. J'aime mieux que vous fassiez rien. Ben, parce que dans les faits, le gouvernement continuerait à fonctionner. Là, j'ai en tête, je pense que c'est le gouvernement belge, ça fait quand même un certain temps, il ne fonctionnait pas de gouvernement. Ça marche pareil. C'est pas si bien. J'essaie de voir, puis je le dis sans... je pense que je suis pas mal sincère quand je dis ça. C'est quoi la réalisation caquiste pas du dernier 2 semaines, là, des dernières 8 années? On gérait la pandémie. Ça, tu peux juger mieux que moi. Ben, en fait, la pandémie, pour t'interrompre, c'est un cadeau, moi, je pense, pour un politicien. C'est comme une guerre. C'est comme les attentats du 11 septembre. Tu te rappelleras, George W. Bush est arrivé au pouvoir, là, il était perçu comme un moron, là. Puis là, finalement, les attentats du 11 septembre, ça devient un héros, tu sais, puis c'est devenu finalement ce qu'on appelle un war president, là, excuse l'anglicisme. Ouais. Puis écoute, puis finalement, après, je l'écoutais, moi, aux funérailles de son père, puis là, je le comparais à Trump, puis je me disais, finalement, il est pas si pire, George W., tu sais. Alors, tu sais, au début de la pandémie, c'était ça un peu, là, c'était le modèle de la crise du verglas, là, les conférences de presse quotidiennes, le bon père de famille, qui rassure les Québécois, qui est là tous les jours, puis dans la tempête à tous les jours, puis on écoutait ça religieusement, là, je sais pas si tu te rappelles, on se connectait. C'est un cadeau, ça, mon vieux. Je veux dire, c'est une crise qui lui est imposée, il est pas responsable, mais là, c'est le contraire, là, je veux dire, on est à 180 degrés, là. Non, t'as raison. Mais tu sais, à part ça, il y a quoi? Je vois pas. La division. Je vois juste, oui, parce que c'est ça que je dis quand je parlais de cynisme. C'est que c'est facile de monter la majorité contre les minorités. C'est super simple de faire ça. Tu sais, de refuser de reconnaître le racisme systémique, notamment dans l'affaire Joyce Echaquan. Tu sais, c'était franchement dégueulasse. Pourquoi? Ben, parce qu'il voulait faire plaisir à Bocoté, puis cette gang-là, puis Journal de Montréal, puis Pati, puis Pata. Mais tu sais, t'as tout le temps une espèce de fond de... C'est même pas de la méchanceté. Je pense pas qu'il est assez... Je pense pas que c'est une méchante personne, Legault, là. Mais c'est toujours de jouer sur les gens, ils vont penser ça. Ah, c'est bon pour nous autres. Je me rappelle un truc. Dominique Anglade avait quitté la CAQ parce que il y avait une grosse histoire à un moment donné, là, une jeune ado, là, je pense qu'il voulait jouer au soccer avec son hijab, puis bon, en tout cas, bref. Puis là, ça avait fait une mini controverse, là, évidemment, dans le Journal de Montréal, parce qu'ailleurs, on n'en parle pas. Et le gars, là, Anglade avait dit, ben là, regarde, s'en fout, on veut qu'elle fasse du sport, la petite fille, ça finit là. Puis le gars a répondu, non, c'est excellent pour nous autres, ça c'est bon, on va sortir le compte, ça va être super bon pour nous autres. C'est toujours un calcul. Puis là, tu vas me dire, tous les politiciens calculent de toute évidence. Mais tu sais, si je te dis la CAQ, c'est quoi, côté valeur? Mais la CAQ, c'est François Legault. François Legault, c'est quoi?
Ben, ça dépend. Ça dépend ce que les Québécois veulent. Tu sais, c'est plus un waiter qu'un premier ministre, tant qu'à moi. Non, tout à fait. Écoute, j'ai hâte de voir où on va s'en aller avec ça, mais en fait, ça me paraît très clair. Écoute, je voulais dans le fond, t'es sorti... Qu'est-ce qui t'interpelle, là, si on spécifiquement, toi, comme juriste, là, maintenant, là, dans le projet de loi 2, là, qui t'a fait, mettons, dresser les poils sur les avant-bras? Moi, je trouve ça épouvantable, cette affaire-là. Puis, peu importe, c'est ça que je dis, peu importe ce qu'on pense du traitement des médecins. Hein, tant qu'à moi, la loi 2, elle va bien au-delà de ça. Tu peux dire, moi, les médecins, je pense que si, moi, les médecins, je pense plutôt que ça, puis on peut s'obstiner là-dessus. Mm-hmm. C'est un autre tant qu'à moi, c'est un autre débat. Là, ce qui devrait faire l'unanimité, à mon sens, c'est le caractère parfaitement liberticide de cette loi-là. Et les exemples pleuvent. Je t'en donne une couple, là. Je ne sais pas qui a rédigé ça, là. Mais en lisant ça, je me suis dit, mais ça se peut juste pas. Puis là, je te parle même pas de l'amateurisme parce qu'on m'a expliqué que de l'appliquer en pratique, c'est un foutoir épouvantable. Puis je te parle même pas de ça. Je te parlerai même pas du côté peut-être amateur, on a tourné coin rond, on n'a pas pensé à l'applicabilité. Je te parle juste des principes de droits fondamentaux. Si les droits fondamentaux veulent encore dire quelque chose, bien, il doit y avoir une révolte par rapport à cette loi-là. Par exemple, on force les universités à leur fournir la liste des noms de ceux et celles qui auraient contrevenu ou qui seraient prêts à contrevenir à la présente loi. À défaut de quoi, on va leur couper leur financement. Et ça ne te fait pas penser à Trump, ça, aux États-Unis? C'est sûr. Puis même, c'est quasiment une coche au-dessus. Parce que Trump, c'est que si vous permettez des manifs pro-Palestine, on vous coupe. Et là, ici, c'est... Écoute, si vous envisagez d'en faire. C'est pas une compétition, là. Mais, tu sais, si tu ne me fournis pas la liste de ceux et celles qui s'apprêtent à violer ma loi, ben, je te snap. C'est parce que comment je suis supposé savoir, moi? Tu sais, t'es recteur de l'université, tu te promènes quand même pas dans un couloir à aller voir les associations étudiantes. Là, êtes-vous bien sûr que vous allez respecter la loi ce mois-ci? Qu'est-ce que tu fais avec tes profs? Qu'est-ce que tu fais avec tes chercheurs? Tu sais, je dis, qui peut penser à ça? Une université, c'est pas au service d'un gouvernement. L'université, c'est au service du savoir, des connaissances. C'est ça que ça fait. Il faut qu'il y ait une indépendance. Là, bon, ça, c'est un exemple parmi X autres. Les montants, les amendes en question. 500 000 $ par jour pour une fédération, puis de 4 à 20 000 $ par jour pour un médecin, puis de 200 $ à 1 000 $ par jour pour toute personne. Là, je me suis dit, bon, fédération, c'est facile. Médecin, c'est facile, mais toute personne. Et qui ça, toute personne? Et là, je te dis, je l'ai lu, la loi. Là. Je l'ai décortiqué. J'ai passé une journée là-dessus pour faire une chronique à nouveau. Puis, à 3 heures de l'après-midi, je commençais à être écœuré rare, là, parce que je me dis, non, mais ça se peut juste pas. Et ma conclusion, c'est que toute personne, ben, c'est par exemple un gars comme moi qui fait des chroniques dans les médias traditionnels. Si je dis, hey, les médecins, vous vous faites avoir, sortez en bloc, je suis moi-même susceptible de me faire planter l'amende en question. Pourquoi? Parce que j'encourage une certaine forme de dissidence. Mais quelle espèce de société dans le monde, quelle espèce de régime punit la dissidence? Pas un régime qui est démocratique. C'est un régime qui commence par une autre lettre. On a le choix entre le A et on a le choix entre le F, essentiellement. Je continue. On parle à l'article 153, si je ne fais pas erreur, des actions concertées. Tout à fait. Là, tu dis, OK, actions concertées. OK, comme quoi, mettons? Et là, tu comprends que 2 médecins qui disent, hey, nous autres, 2 médecins au féminin, qui disent, nous, on va prendre notre arrêt, on va tomber enceinte, ni plus ni moins en même temps. Christian Dubé qui aille au diable, puis on prendra notre congé de maternité ensemble. Ça, c'est une action concertée. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix.
Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. L'autre exemple qui a été donné, comme ma conjointe est médecin, moi. Alors si, disons qu'on est au restaurant en train de jaser, puis là, comme on jase là, puis là, je dis à Martine, écoute, moi, je commence vraiment à être écœuré du projet de loi 2, là, on devrait prendre nos clics puis nos claques, s'en aller au Nouveau-Brunswick, puis si quelqu'un nous entend... Oui. Non, mais il y a un régime de délation. Oui, là, ils ont créé un poste d'inspecteur national, l'espèce d'inspecteur gadget qui va envoyer des boubous macoutes, fouiller. Écoute, c'est pas des farces. Ils peuvent aller saisir vos dossiers médicaux, incluant à votre domicile, s'ils se trouvent à votre domicile. Mais c'est parce que quel État... Puis encore là, à chaque fois que j'ai ces discussions-là, il y en a plusieurs qui me regardent comme si j'étais un merlan frit en disant « Ouais, ben là, bon, c'est pas si pire que ça ici, mais regardez, laissez faire... Il faut lire la loi. Il faut la lire. Oui, laissez faire la culture qu'on a au Québec, puis regardez ce qui est en train de s'installer. Tu permets... Et puis c'est pas juste un inspecteur, c'est tout dirigeant, quiconque qui est à coquiner avec la gang en haut, ni plus ni moins, peuvent aller saisir des dossiers médicaux. Mais c'est parce qu'il y a le secret professionnel. Toi, tu es médecin, tu te fais snapper tes dossiers médicaux, tu as une obligation d'honneur, de un, évidemment, morale, de deux, et surtout déontologique dans votre code. Tu ne peux pas laisser ça aller. Tu ne peux pas donner des dossiers médicaux à Joe Labine qui débarque chez vous parce qu'il a été envoyé par le directeur du CLSC. Voyons donc, tu vas te faire radier pour ça. Alors là, tu fais quoi? Ben, je ne sais plus. Je vais aller me prendre un avocat. Je vais aller en cours. Je vais aller contester ça. Mais c'est parce que je pense que vous avez, d'autres choses à faire. Puis deux, c'est parce que en quoi le dossier médical du patient peut bien t'intéresser, sinon que pour voir est-ce qu'il a vraiment fait son suivi cette année? Qu'est-ce que c'est ça? Mais juste le fait qu'on permette à un tiers d'entrer dans ma maison, je peux imaginer 56 000 raisons pour lesquelles c'est interdit, ça. Ça prend un mandat. Je vois la vie privée, évidemment. Et puis là, évidemment, tu auras compris aussi qu'il n'y a justement aucun mandat nécessaire à tout ça. Là, moi, quand je dis on glisse tranquillement vers un État policier, puis on a d'autres enjeux à Ottawa là, avec C2, C9, on en parlera peut-être une autre fois, mais il y a vraiment un buzz. Puis je reviens sur la question des médecins, sur la loi 2. La question de la liberté de circulation, ça n'a pas été trop invoqué. Mais si tu me plaques une amende de 20 000 par jour, je le répète, si je m'en vais travailler à Ottawa, je pense que tu brimes la liberté de circulation. Hein? La liberté de circulation permet de te promener d'une province à l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Au montant où sont les amendes, ça va l'air un peu tiré par les cheveux, mais moi, je ne serais pas gêné de plaider l'article 12, c'est-à-dire la peine cruelle et inusitée, qui s'applique non pas dans le cas des personnes morales, mais dans le cas des particuliers, donc des médecins, par exemple. Parce que, je veux dire, ça n'a juste aucun sens, là. Il n'y a personne qui a les moyens. Vous en faites de l'argent, là, vous ne faites pas pitié, mais 20 000 par jour, il n'y a personne qui a intérêt à... L'autre affaire aussi qu'il ne faudrait pas oublier, c'est la liberté d'association, qui, elle, est protégée à l'article 2 de la Charte canadienne. Si je te dis, regarde, il y a maintenant une infraction à 153, actions concertées. Si vous vous jasez ensemble, exactement ce que tu disais là, avec ta conjointe, ben ça devient une infraction. Mais c'est parce que ces fédérations-là, par la force des choses, n'ont plus de raison d'exister. Pourquoi mettons qu'ils appliquaient la loi à 500 000 par jour en disant « Vous avez jasé contre notre loi. » Bon, évidemment que la liberté d'association prend le bord. Je pourrais ajouter à ça la liberté d'expression, qui est elle aussi protégée à l'article 2. Toi, tu n'as pas le droit comme médecin de dire que cette loi-là n'a pas de bon sens. En racontant, par exemple, ton histoire, c'est nécessairement une violation de la liberté d'expression. Alors, et puis dernière affaire, il y a un article, c'est pas à 105, c'est peut-être à 153 en tout cas. On dit, ben, tu peux pas encourager quelqu'un à commettre l'infraction. Bon, comme moi, comme chroniqueur, je peux pas faire ça. Mais c'est pire, parce que dans le même article, on prévoit non seulement la question d'encourager, mais aussi la question de l'omission. Le crime par omission. Moi, ça, je trouve ça toujours merveilleux. Ça, on avait ça dans la loi 12 à l'époque, lors du printemps érable, si tu te souviens, où on disait que quiconque omet de décourager les organisateurs de la manifestation
de respecter, peu importe le trajet ou machin truc, et lui-même susceptible d'une amende de X. Le crime par omission. Fait que moi, là, si j'étais le 200 millième dans le fin fond de la file, puis j'omets de crier à Nadeau-Dubois, tourne à droite, imbécile, pas à gauche, ben moi-même, là, je viens de me faire snapper côté infraction, ce qui est d'une absurdité totale. Donc, les crimes par omission, dans une société de droit qui a un minimum d'allure, ça n'existe pas. Parce que si tu y penses 2 minutes, ça voudrait dire que à peu près tout le monde au Québec est susceptible de commettre le crime par omission. Tous ceux qui vous disent pas « Hey, faites pas ça », là, j'ai l'air d'exagérer, puis évidemment, je charrie un peu. Ouais. Mais au final, quand tu lis la loi, ça sert à adopter une espèce de paradigme de l'arbitraire absolu. Puis le policier peut dire, ben, regarde, il n'a pas découragé le docteur Gagné, je sais, je suis là à côté. Ah, mais écoute, je vais te donner un exemple concret. On avait une réunion de service la semaine dernière pour débriefer un peu le projet de loi 2. Moi, je suis représentant syndical, si tu veux, là, à la fédération. Puis, là, la chef de service, elle me dit, j'aimerais ça que tu présentes un peu. Je résume le projet de loi, certainement pas comme toi, tu pourrais le faire, là, mais quand même, je l'ai lu quelques fois, j'ai déjà... Ben oui. Là, j'explique tout ça, mais écoute, je suis obligé de commencer par une mise en garde, de dire aux gens qui sont là, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, là, ce soir, là, tu sais. Parce qu'on est régi par une loi qui nous empêche de nous exprimer librement. Puis là, pendant l'entrevue, j'ai une collègue qui se connecte un peu tardivement, qui commence à tenir... c'était vraiment rien de majeur, là, mais je vois qu'elle s'en va sur une envolée un peu là, syndicaliste. Là, j'ai dit, fais attention, là, tu sais. C'est fou, parce que j'ai dit, on est plusieurs, là, je sais pas, parmi ceux qui nous écoutent, là, c'est tous des collègues, mais on peut pas être certain, là. C'est quand même fou, tu sais, je veux dire. Oui, puis moi, cela dit, là-dessus, tiens, moi, je peux le faire, peut-être. Moi, je vous encourage à tenir tête, parce que ça n'a juste pas de bon sens. Puis si jamais il y avait une infraction qui serait commise selon l'inspecteur Gadget, ben OK, vas-y, plaque-moi là ton amende, puis on va aller jaser devant les tribunaux, on va faire évalider ça, cet article-là, là, ça n'a juste pas d'allure. On ne veut pas vivre dans une société comme ça. Cool. On ne veut pas vivre dans une société où on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement. Non, ça n'a aucun on veut sens. Pas vivre dans... Non, mais c'est parce que c'est pas un régime démocratique, là. Ben, le projet de loi 1 n'a pas certaines... On dévie, mais n'a pas certaines clauses aussi de cette nature-là, un peu qui limite... La Constitution québécoise? Oui, c'est ça. Ah, mais tu vois, tout ça a été fait dans un intervalle de peut-être 2 semaines. Moi, là... Il y a des belles choses là, dans le projet de loi. Je pense que ça aurait pu être drôlement plus rassembleur. Tu sais, c'est légitime, là, une constitution québécoise. C'est le moment où on doit réunir les gens et dire, bon, c'est quoi nos valeurs ici, puis comment on peut les mettre en application, bon, et ainsi de suite. C'est évidemment tout le contraire ce qui a été fait. Pourquoi? La CAQ étant la CAQ, patente à gosse électorale. Écoute, j'ai parlé à des amis députés à Québec. Ils ont reçu à peu près aucun mémoire pour les consultations en rapport à la consultation. Mais pourquoi? Mais personne ne se sent interpellé. Tout le monde sait bien que c'est une espèce de bébelle électorale. Tu sais, une constitution qui est en train de se créer puis qu'il n'y a personne qui envoie de mémoire, c'est sûr que c'est la première fois dans l'histoire. Okay. Je veux dire, habituellement, à Ottawa, en 81, il avait reçu, je te blague pas, je pense 944 mémoires de particuliers puis 200-300 de personnes morales. Ça te donne une idée. Mais bon, fermons cette parenthèse-là. Dans la Constitution québécoise, dans le projet du moins, c'est l'article 5 qui te dit que les organismes publics ne peuvent pas contester la constitutionnalité de lois qui seraient adoptées pour protéger la nation québécoise. C'est de un, de qu'est-ce que c'est ça? De deux, tu ne peux pas contester non plus une loi qui protège les caractéristiques fondamentales du Québec, comme quoi, mettons, la laïcité, la langue, machin. Mais comment je peux pas contester ça? Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a aucun gouvernement dans le monde, il n'y a aucun parlement qui peut décider de ce qu'on peut contester ou de ce qu'on ne peut pas contester constitutionnellement parlant. Puis ils vont jusqu'à dire, tu ne peux pas contester tout ce qui a trait à l'intégration des immigrants, l'intégration nationale. Puis, mais c'est parce que... As-tu idée de l'espèce d'arbitraire rattaché à ça? Tout ce qui a trait aussi à l'autonomie québécoise. Mais c'est parce que c'est des concepts qui sont ultra méga élastiques, qui sont ultra flous. Puis là, tu dis aux organismes publics, c'est fini, tu ne peux pas contester. Puis les organismes publics, c'est qui? Ben, c'est à peu près tout le monde. T'sais, ils ont fait une liste en annexe. Je pense qu'il y a 4 ou 5 pages. T'sais, la Société de la Place des Arts ne peut pas contester une loi qui est...
qu'est-ce que c'est ça? La SQDC, la SAQ. Après ça, tu vises les municipalités aussi, les cégeps, les universités. On peut penser que les syndicats entrent dans cette définition-là parce qu'ils sont financés par une loi à travers la formule RAND. Fait que bref, tu as un gouvernement qui a décidé qu'on ne contestait plus ces lois, essentiellement. Les lois qui seraient adoptées par l'Assemblée nationale. Et donc, je le répète, arrêtons de penser qu'au Québec, on est toujours mieux qu'ailleurs. Il y a un vent d'autoritarisme qui souffle, très clairement. On le voit avec ça. On le voit avec la loi 2. On le voit avec l'espèce de propension antisyndicale du ministre Boulet, qui est ministre... Moi, je lui enlèverais son titre de ministre du Travail. Là, je l'appellerais ministre du Patronat, là, si c'était juste de moi, parce que je ne vois pas trop ce qu'il fait pour les syndicats. C'est ça, des projets de loi ou des lois qui sont typiquement anti-syndicats. Pourquoi? Ben parce que c'est un clou sur lequel c'est facile de taper. Pas plus compliqué. Écoute, tu me fais penser, je vais citer Grand Corps Malade, là. Je sais pas si tu es un fan, là, mais il y a une des chansons qui s'appelle Dimanche soir, puis il dit là-dedans, tu parlais de vent d'autoritarisme, mais il dit le vent éteint une petite flamme et attise un grand feu. Donc, ils sont peut-être en train de se tirer dans le pied avec... tu vois, ce qui me désole le plus, c'est qu'en temps normal, j'aurais eu tendance à te dire que oui. Mais depuis les dernières années, s'il y a un vent d'autoritarisme qui souffle, c'est parce qu'il y a une partie de la population qui embarque dans le jeu. Ouais. Tu sais, aux États-Unis, ils ont quand même voté pour Trump. Tu vas me dire, c'est pas tous des fous, je comprends. Mais il y a quand même une portion énorme de la population américaine qui pensait que c'était une bonne idée de lui redonner les clés de la maison une deuxième fois. Et tout ça, à travers l'Occident, fait en sorte qu'on le voit, là, il y a un mouvement, il y a un vent d'autoritarisme très fort. Moi, par exemple, hier, j'étais à la télé à nouveau pour défendre un peu le concept de liberté d'association des syndicats. Tu sais, l'opinion populaire n'est pas là du tout. Ouais. Il y a un virage très à droite qui est en train de s'opérer. Et c'est ça l'espèce de pari qui fait la CAQ, disant, bon, ben, tout le monde s'en va très à droite, on va essayer de leur donner du stock très à droite. Là, je pense que les gens sont juste écœurés de Legault. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait avec le même stock que Legault, ça passerait drôlement mieux. Je suis pas mal sûr que ça. J'aimerais t'entendre, dans le projet de loi, il y a deux autres. Ben, en fait, je me disais que c'était un peu fou de penser que les étudiants en médecine sont obligés d'aller en cours pour avoir l'autorisation de peut-être ne pas assister à leurs cours. Ça aussi, ça me dépassait un peu. Je m'en rappelle plus de celle-là. Ben, ils sont allés en cours supérieur, eux aussi, parce qu'on a peur d'être accusés aussi de faire une action concertée en n'allant pas à leurs cours. Mais je dis, encore une fois, où est-ce qu'on est rendu? Je veux dire, ils sont étudiants et ils paient pour un service. Puis là, les autres diraient, écoutez, nous autres, toutes sortes de raisons, on trouve que on n'est pas d'accord avec ce projet de loi-là, on ne va pas à nos cours, mais ils sont quand même obligés d'aller avoir une autorisation du tribunal pour pas, tu sais, je sais pas, il me semble que ça n'a pas de sens. Comme je t'ai dit, cette loi-là, elle est spectaculaire. Honnêtement, je pense que j'enseigne Constitutionnel 2 à l'hiver, donc c'est un cours de charte essentiellement, là, cours de partage des compétences sur toute charte. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais mettre la loi 2, puis je vais dire commenter. Ça va être ça l'examen. Puis il va y avoir pas mal de stock, je te garantis. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots.
L'autre élément qui m'a interpellé, c'est certains articles qui traitent de déontologie où on imposerait au Collège des médecins. On détermine déjà qu'est-ce qui est une faute déontologique. Puis c'est comme si on se substituait peut-être à un éventuel comité de discipline. Je me disais, il me semble, ils n'ont pas le droit d'aller là non plus. Je veux dire, le Collège des médecins est autonome en termes au niveau disciplinaire. Je ne sais pas, ou j'ai pas compris quelque chose. En temps normal, oui. C'est comme le syndic du barreau qui a ses propres enquêteurs, des syndics adjoints qu'on appelle, qui mènent donc les enquêtes en question et qui décident, après la dite enquête, si, oui ou non, ils portent plainte au conseil de discipline. Bon, et après ça, le conseil de discipline, c'est qui? C'est un panel d'avocats. Là, dans notre cas, vous, c'est des médecins, évidemment. Il y a un avocat, deux médecins, je pense, au comité exact. de discipline. Puis qui décident de ce qu'ils font avec ça. Le problème, c'est que tout ça est né par la loi. Demain matin, Québec pourrait décider de retirer le conseil de discipline du barreau du Québec. Même chose pour le Collège des médecins, parce que ce sont des créatures législatives. Et là, donc, la question qui se pose, puis tu la soulèves bien, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a nécessairement un conflit? Dans le sens où Québec a décidé de se substituer au Collège des médecins. Est-ce que le Collège des médecins a encore une compétence? Si oui, laquelle? Et puis l'autre affaire, c'est que les conseils de discipline des ordres professionnels, évidemment, c'est pas parfait comme rien n'est parfait, mais c'est quand même rigoureux. C'est quand même des tribunaux quasi-judiciaires. Comme tu dis, il y a un avocat, je l'avais oublié, mais c'est vrai, il y a un avocat au Collège des médecins pour s'assurer que les principes de justice naturelle soient respectés, pour guider un peu le trafic, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage. Puis ce sont des décisions par écrit qui sont fouillées, qui sont bien rendues, compte tenu de la preuve. Puis il peut y avoir des erreurs, évidemment, puis il y a des tribunaux judiciaires de la Cour supérieure pour réviser tout ça, le cas échéant. Puis c'est bien correct comme ça. Mais là, toi, tu t'arroges ces pouvoirs-là. Et là, moi, ce que je te dis, ma crainte depuis le début, le mot arbitrage, j'ai dû dire 12 fois depuis le commencement de notre entretien. L'arbitrage, c'est le pire ennemi de l'État de droit. C'est que tu dis à n'importe qui, regarde, décide ce que tu veux par rapport à tes propres critères selon ton humeur. Or, dans un cas comme celui-là, est-ce qu'on peut penser que la personne en charge de l'application déontologique pourrait faire à sa tête, pourrait, par exemple, refuser l'ensemble de la jurisprudence déjà adoptée par le Collège des médecins, parce que le Collège des médecins rend des décisions pour éclairer un peu des médecins en question pour dire, regarde, voici dans un cas comme celui-là ce qu'on fait, voici dans un autre cas ce qu'on ne fait pas. Tu sais, tu as des paramètres, tu sais dans quoi tu t'embarques, essentiellement. C'est pas toujours des paramètres ultra méga précis, mais il y en a. Là, tu remets ça dans les mains de Joe X en haut, va donc savoir qu'est-ce qui va arriver. Tu vois, c'est tout ça, c'est cette espèce de nuage. Puis c'est même pas de la discrétion. La discrétion, c'est pas un problème. La discrétion, c'est, OK, il y a une certaine limite, tu fais appel au bon jugement, puis ça va. Mais de l'arbitraire, c'est que moi, comme justicière, par exemple, moi, comme médecin, moi, comme avocat, je n'ai aucune idée où ça peut aller. Ouais. J'ai aucune idée comment me comporter. Ça, honnêtement, c'est pratiquement pire que des mesures drastiques. Moi, c'est ce que je reproche le plus, peut-être, je ne sais pas le plus, mais en tout cas, disons que c'est assez haut en matière de hiérarchie, c'est qu'on ne sait pas, les médecins ne savent pas à quoi s'attendre parce que c'est tout croche. On s'est gardé un arbitraire absolument majestueux, et ça, j'ai rarement vu ça. J'ai essayé de... Il y a des avocats là, qui travaillent au ministère de la Santé, au ministère de la Justice. Je veux dire, le ministre de la Justice, je veux dire, c'est un avocat, je pense même qu'il a fait une maîtrise en droit constitutionnel, là, si je ne m'abuse. Alors, j'essaie de comprendre comment, une fois que tu es un professionnel du droit, puis toi, tu participes à la rédaction de ça, là, quel peut être l'état d'esprit des gens de ta profession qui sont en train de faire quelque chose qui manifestement ne tient pas la route et liberticide, comme tu l'as très bien exprimé depuis le début de notre entretien. Qu'est-ce qui peut leur passer dans la tête? Ils se disent, moi, je vais travailler, je suis payé, il faut pas que je me plaigne trop parce que je vais perdre mon emploi. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je vais être chiant un peu, là, mais le ministre de la Justice, Jolin Barrette, là, il a plaidé à peu près 5 minutes dans sa vie.
avant de faire de la politicaillerie. Ce gars-là, c'est pas un avocat sérieux, tu sais, personne, il a rien fait en droit, là, rien. Tu demandes à n'importe qui, là, je pense qu'il a plaidé 1 ou 2 cas de chien écrasé à Ville de Montréal, c'est à peu près tout, c'est un stage, mais... Puis après ça, je veux faire de la politique. Tu sais, ceux qui se garochent tout le temps en politique, tu peux te méfier de ça parce que c'est pas... Puis c'est bien correct de vouloir faire de la politique, mais c'est pas parce que tu fais de la politique que tu es devenu tout à coup compétent, là. Il a rien fait en droit et il est à la tête du ministère de la Justice. Tu sais, faut pas l'oublier. Ceci dit, il y a plusieurs avocats, avocates, évidemment, qui travaillent au ministère de la Justice en question. Moi, j'en connais. Des gens qui sont compétents, qui sont vraiment là, qui sont compétents, qui ont des bonnes valeurs, mais c'est parce que le problème, c'est que c'est pas eux qui décident. Quand le ministre en haut dit, regarde, c'est là qu'on s'en va. Toi, tu as beau avoir écrit ton avis juridique pour dire, ça n'a juste pas de maudit bon sens, monsieur le ministre, ça s'en va dans le mur des tribunaux. Puis le ministre, il dit, je m'en fous. Meilleur exemple de ça, la Charte des valeurs du gouvernement de Pauline Marois à l'époque. Il y a eu des avis juridiques pour dire, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Bernard Drainville, puis ça, je l'ai su de source sûre, il y a même des courriels là-dessus, il a dit, crissez-moi la paix avec vos avis juridiques. M'en fous de la Constitution. Bon, mais là, c'est parce que t'es avocat, puis tu peux démissionner, ou tu peux dire, ben, regarde, bon, qu'est-ce que je fasse? Je vais garder ma job, puis that's it. Puis je sais que c'est ce que plusieurs font actuellement, parce que la loi 2, c'est un gâchis total en matière de droits fondamentaux, puis je suis prêt à gager très, très cher qu'il n'y a personne il n'y a aucun des avocats, des avocates qui a travaillé là-dessus qui pensent le contraire. Ils le savent. Et c'est ça, moi, qui me désole le plus, c'est que ces gouvernements populistes instrumentalisent le droit, les droits fondamentaux, pour faire des catastrophes du genre. Puis après ça, ils peuvent même dire, regarde, François Legault, il disait au début, non, j'ai demandé à Simon, c'était un avocat. Simon, il me l'a dit. Simon, c'était un avocat. C'est une sorte de niveau d'avocat, là. Et donc, bref, on se réfugie derrière le fait que c'est un avocat, c'est le ministère de la Justice. Mais c'est pas ces gens-là qui, je le répète, sont des professionnels compétents qui décident. Les orientations viennent du politique. Ici, je sais pas c'est quoi l'impact de Jolin Barrette, mais très clairement, c'est du B et sa gang qui ont dit, là, les médecins, là, on leur botte le derrière jusque dans la stratosphère. Fait que pensez à toutes les mesures possibles pour s'assurer qu'il n'y a plus de contestation, puis on va leur faire payer pour le reste. Puis c'est exactement ce qui se passe. Est-ce que j'aurais été en droit de m'attendre? On voit les médecins, évidemment, on manifeste, puis on se bat avec toutes les armes que l'on peut trouver, là, mais est-ce que j'aurais dû ou pu m'attendre à ce que, je vais l'appeler la société juridique, des gens comme toi se lèvent, là, puis disent, on entend ici à gauche et à droite, mais globalement, il y a un certain silence. Je sais pas, comme nous, mettons, là, je te donne un exemple, s'il y avait une mesure de santé publique là, qui touche zéro mes conditions de travail, là, zéro, là, mettons, le gouvernement dit on enlève la vaccination là, contre la rougeole des écoles. Là, ça pourrait venir, je serais vraiment pas surpris. Écoute, je suis pas mal convaincu que les médecins se lèveraient de hey, un instant, là, tu sais. Tu comprends? Je me serais peut-être attendu à ce que les avocats des gens, toi tu le fais, là, mais que plusieurs le fassent. Des conférences de presse, puis dire, écoutez, là, comme tu le dis très bien, excluant les conditions de travail des médecins, leur salaire, là, on n'est pas ici de parler pour ça. On est en train de dire que c'est un projet de loi qui est complètement délirant au niveau des droits fondamentaux. Je ne sais pas, est-ce que j'ai trop d'attentes ou est-ce que j'ai le droit d'être déçu? Écoute, comment je te dirais ça? Moi, ça fait une dizaine d'années que je porte ce combat-là du mieux que je peux. Là. Mon premier livre s'appelait « La fin de l'état de droit ». Et tu vois, j'ai plusieurs amis avocats. J'en sors un autre d'ailleurs, permet la plug là, en janvier, s'appelle « Au chevet de la démocratie ». C'est un peu la suite logique de La fin de l'état de droit. Là. J'ai écrit 8 livres entre les deux. Et mes chums avocats me disent maintenant, il dit, c'est Bérard, il dit, on riait de toi au début avec ta fin de l'état de droit. Puis je le savais qu'il riait de moi, là, puis c'était bien correct. Là, on s'amusait avec ça. Il disait, tu charries, voyons, Bérard, arrête, c'est juste pour vendre des livres. Blablabla. Mais j'en ai vraiment plusieurs, là, pas 2, 3, là, beaucoup, là, depuis, mettons, un an et demi, qui me disent, je t'avais raison. puis merci de l'avoir fait pour nous autres. Mais personne ne te croyait. Tu sais, on était content que tu te sonnes l'alarme parce que, bon, on disait, il faut le faire, là. Puis, tu sais, c'est vrai qu'il y a des mouvements qui sont pas. Mais là, là, il est rendu trop tard. Okay? Et puis, les avocats, c'est pas comme. C'est comme les autres professions. Tu sais, il y en a qui, comment je te dirais, chacun a ses luttes. Moi, c'est celle-là.
Il y en a plusieurs qui ont toutes sortes de jobs variés. Des avocats en droit public, droits fondamentaux, comme on n'est vraiment pas beaucoup au Québec, parce que c'est pas une pratique qui est lucrative, disons-le, de façon générale. Donc, ils font d'autres choses, puis ils font leur job, puis ils s'intéressent souvent à d'autres choses. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux droits fondamentaux, mais c'est souvent par la bande. Tu sais, j'ai plusieurs amis, par exemple, qui sont dans des contentieux, mais ils travaillent dans un contentieux d'assurance. Tu ne vas pas faire une conférence de presse pour dire c'est écœurant ce qu'ils font aux médecins. Je comprends. Peut-être que, moi, je sais que j'ai plusieurs amis au barreau, notamment Marcel Olivier Nadeau, qui est nouveau bâtonnier. Tu vois, ils ont une grosse campagne sur l'état de droit actuellement pour rappeler l'importance, puis le ci, puis le ça. Puis, honnêtement, bravo et merci. Peut-être que le barreau va sortir sur la loi spéciale, je ne le sais pas. On me dit que c'est pas dans leurs habitudes. Non, parce qu'ils sont, disons-le franchement, puis je le dis en tout respect, ils veulent pas trop se mêler, ils veulent pas se mettre le gouvernement à dos non plus, puis ils veulent pas être dans la polémique, parce qu'il y a plusieurs de leurs membres, parfois, tu sais, je me souviens, moi, par exemple, ils disaient, sur la question des manifs étudiantes, ça n'a pas d'allure, puis là, tu as un paquet de membres qui étaient contre le barreau et tout, parce que c'est un autre professionnel qui représente des membres, c'est compliqué, tu sais, c'est une game politique qui est complexe. Mais je trouve que là, le barreau actuellement fait un effort qu'on a rarement vu. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu depuis que je pratique. C'est-à-dire, OK, on va aller défendre l'état de droit. Pas vrai, Paul Mathieu Grondin faisait des trucs intéressants aussi. Mais est-ce qu'on pourrait en faire plus globalement comme avocat? Très nécessairement. Moi, je fais des médias traditionnels à journée longue. Là, c'est pas mal mon autre job. Puis, je suis pas mal tout seul. Là, ça lève pas plus qu'il faut. Pour toutes sortes de raisons, notamment celle, je pense, qu'il y a une partie de la population, puis je le dis en tout respect, qui est un peu endormie actuellement, puis c'est un peu la grenouille dans l'eau chaude. Là. Ça bouille, c'est confortable, jusqu'à temps que ça devienne trop chaud. Et puis, c'est là qu'on en est. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Tu parlais de l'importance de l'état de droit. Ça fait plusieurs années que je me questionne, même si on n'a pas pris pour acquis des choses comme la démocratie. Je me demande si on enseigne assez la démocratie dans les écoles primaires. Tu sais, j'ai pas le souvenir, moi, j'ai 5 enfants. J'ai pas le souvenir quand les enfants révisaient leurs devoirs à l'école. Tu sais, à l'école primaire, là, quand les enfants veulent tout réviser avec nous. Je me rappelle pas que j'ai révisé des choses avec eux qui traitaient de la démocratie, puis de la cité grecque, là, puis tu sais, puis de la valeur. On dirait qu'on a pris ça pour acquis. Puis là, finalement, on arrive avec des adultes qui, finalement, moi, j'ai des amis proches de moi, parfois, qui me proposent des choses antidémocratiques. Là, je suis là, puis ça me dépasse parfois. Je me dis, ça se peut pas qu'ils me proposent ça comme restreindre le droit de vote en fonction de certains critères. Là. Je suis comme, tu sais, non, on peut pas faire ça, là, tu sais. Puis c'est pas des imbéciles. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il y a un fond d'autocratisme beaucoup plus fort que je le pensais. On en a des petits fachos ici, là. Ouais. Tu sais, ce que fait ICE aux États-Unis, là, il y en a un paquet là-dedans qui sont bien excités de ça, là. Ouais. T'as-tu déjà vu, toi, un article dans le Journal de Montréal pour condamner ce qui se passe avec ICE aux États-Unis? Ouais. Zéro pin bar, puis je regarde tous les jours. Tu as dit, je regarde tous les jours. J'ai vu pas mal d'articles, par exemple, pour défendre Trump. On a une base, on n'est pas bien mieux que les autres sociétés, je pense pas qu'on soit pire, on n'est pas bien mieux. Et l'autre affaire, c'est drôle que tu dises ça, la démocratie, parce que pour moi, la démocratie puis l'état de droit,
c'est absolument fusionné, c'est symbiotique. Puis le meilleur exemple, je pense, c'est la question suivante. Je te dis, trouve-moi une démocratie que t'aimes, là, qui n'est pas fondée sur un état de droit sérieux. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ben parce que les règles, l'état de droit, c'est quoi? C'est les règles du jeu dans lesquelles les politiciens doivent œuvrer. Alors, si tu me dis que demain matin, il n'y a plus de règles de droit, donc il n'y a plus de règles du jeu, s'il n'y a plus de règles du jeu, les politiciens font ce qu'ils veulent. Si les politiciens font ce qu'ils veulent, et où la démocratie là-dedans? Et puis c'est pour ça que mon premier livre, je t'en parlais, La fin de l'état de droit, puis là, le prochain, c'est Au chevet de la démocratie, puis j'essaie de faire la boucle en disant, ben, défendre l'état de droit, c'est pas défendre des avocasseries puis des principes obscurs, c'est défendre la démocratie. Même quand ça fait Si mal. t'as pas un état de... Ouais, ben oui. Puis c'est pour ça que c'est important aussi, puis ça, je rajouterais ça, la question des droits fondamentaux, moi, c'est ce qui m'interpelle le plus. Le problème principal avec ceci, c'est que les gens s'intéressent aux droits fondamentaux puis aux libertés publiques quand ça les touche personnellement. Mais quand ça touche XY, bof! Fait que mathématiquement, pense-y, quand le droit fondamental est propre à une minorité, mais mathématiquement, elle ne peut pas gagner. Donc, si tu t'intéresses aux droits fondamentaux uniquement quand ça fait ton affaire, quand ça te touche, bien, qu'est-ce qui arrive? Un, les minorités prennent le bord. Puis l'autre affaire, c'est quand un politicien commence à fesser ses droits fondamentaux des minorités, fais-moi confiance, on sait quand ça commence, puis on ne sait pas quand ça arrête. Pourquoi? Parce que là, hop, là, tu y prends goût. Il y a un effet Puis là, tu d'entraînement. vois qu'il y a oui, puis il y a une portion de la population qui te suit là-dedans, puis il y a de l'électoralisme, puis ben finalement, ça va être payant. Ça va être payant de jouer au tough, ça va être payant de violer la liberté d'association, ça va être payant de violer la liberté d'expression, la liberté de religion. Puis là, il y en a qui disent, moi, la religion, j'aime pas ça. Mais la question, c'est pas de savoir si t'aimes la religion. La question, c'est de savoir, est-ce que X a cette même liberté de religion? Bon, évidemment, il y a toujours un jeu d'équilibre qui se fait par les tribunaux. On pense aux intérêts de la collectivité versus les droits individuels. Il y a des mécanismes prévus dans les chartes précisément pour ça, notamment le test d'Oakes dans la charte canadienne. C'est pas vrai que les droits fondamentaux sont absolus. Il faut les pondérer à la lumière des intérêts collectifs. Mais là, on est rendu à une étape où les droits fondamentaux, ils ont juste plus pratiquement de valeur au final. On fait comme s'ils n'existaient pas. Et tout le paradigme qu'on a construit après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est venu après la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi? Parce que l'Occident s'est regardé et dit, ouais, là, on l'a échappé solide, avec évidemment l'Holocauste et compagnie. Ben là, aujourd'hui, on a eu un beau 50-60 ans de droits fondamentaux, et puis est arrivé par la suite le 11 septembre, est arrivé les médias sociaux, est arrivé Donald Trump, et puis ciao, bye. Alors moi, je pense qu'il est vraiment le temps de se ressaisir, parce que si on continue dans cette voie-là, et là, je parle incluant au Québec et au Canada, on va se retrouver dans un sacré pétrin, dans pas long. Là. Écoute, discussion à poursuivre, mon cher, vraiment. Écoute, la formule du balado, il y a une petite baguette magique, là, je vais te prendre par surprise. Là. Mais, je suis pas inquiet du tout. Si je te laissais changer une chose dans le réseau de santé québécois par magie, là, je t'envoie une baguette magique virtuelle, tu fais ce que tu veux, c'est instantané. Boy, c'est bon ça comme question. C'est une réponse un peu vaseuse, ça me dit, mais avoir un système où les médecins ont les moyens, ont les ressources de passer tout le temps qu'ils souhaitent avec le patient. C'est bon. Parfait. C'est un peu quétaine, là, mais... Non, mais en fait, c'est un enjeu majeur pour nous parce que tout ce qui est médico-administratif, paperasse, là, ça prend un temps fou, là, mais encore là, les gens vont dire arrête de te plaindre, t'es bien payé, là, mais je vais donner un exemple. Hier, moi, j'avais une chirurgie assez longue, là, ça a duré 6-7 heures. Là. Je suis sorti de là à 5 heures hier soir. Wow. Puis j'étais de garde, puis là, j'ai changé d'hôpital. Puis je suis allé dans mon autre hôpital faire des papiers, appeler des patients jusqu'à 9h moins quart, tu sais. C'est comme un 3. Tu sais, c'est quand même assez lourd, là, mais encore, là, je vais dire ça, les gens vont dire, tais-toi, là, tu sais. Non, mais sérieux, c'est lourd un peu. Je le pense sincèrement, moi, puis tu sais, toute la question de la loi 2, la performance, oui, tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu de performance, je ne sais pas, tu sais. Mais la performance, au final, c'est quoi? Est-ce que c'est voir plus de patients, ou c'est de créer un lien? Tu sais, mon ami Jacques Hébert, qui est décédé depuis, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, lui allait à Cuba souvent, là, il tripait sur Cuba. Et il racontait toujours que le système cubain avait ceci de fantastique. Tu débarques dans une clinique, n'importe laquelle, le médecin va te voir, il est là pour ça. Puis c'est un des plus bas ratios
de médecin par patient, ni plus ni moins. Beaucoup de médecine préventive, familiale et autres. Et je pense qu'on s'est un peu, puis je suis loin d'être un spécialiste, là, fait que prends ça pour ce que ça vaut, mais je pense qu'on s'est un peu égaré dans tous les dédales bureaucratiques. Trop de centralisation. Exact. Trop de Alors centralisation. que, tu sais, un médecin qui soigne quelqu'un, c'est beau, il y a de l'humanisme là-dedans. Puis je pense que malheureusement, malgré tous les bons efforts que vous pouvez faire, je pense que la machine a aspiré un paquet de cet humanisme-là, quelque part. C'est plus fort qu'on pense, je dirais, parce que ça fait partie, c'est dans notre ADN, là, c'est fou. Il n'y a pas beaucoup de jobs, je peux te donner 2-3 exemples, mais que, moi, je vais me réveiller en pleine nuit, là, 3 heures du matin, puis je dis, Monsieur Bérard, est-ce que j'ai demandé son scan abdominal? J'ai-tu pensé? J'ai-tu pensé? Puis là, il faut que je demande son scan, puis là, demain, je suis pas à l'hôpital, je suis dans un autre hôpital. Il faut absolument que je pense à demander son scan, tu comprends? Et... Ah non, mais quand je te parle de machine, c'est zéro. Non, mais je te dis à tel point dans le sens, non, tu parles d'humanisme. Je te dis, c'est dur à enlever ce souci-là. Puis en fait, ma crainte avec des projets de loi comme ça, c'est que effectivement, ça suctionne ce qui reste de ça. Puis l'autre exemple, je te donnerais, moi, je compte pas les exemples, personnels et de collègues où, avant les vacances d'été, par exemple, là, comme chirurgien, tu as une complication majeure, là, une grosse complication. Tu as un patient qui meurt ou qui est entre la vie et la mort quand tu pars en vacances. C'est ton patient, ta complication, tu pars avec ça, puis tu traînes ça pendant toutes tes vacances. Ah, c'est sûr, j'imagine. Puis tu sais, c'est dur à décrire, là, puis tu sais que tu te réveilles la nuit en pleine vacances, là, tu vas être en train de souper avec des amis, tu sais, t'es comme complètement ailleurs, là, tu sais, sur le bord d'un feu, là, puis tu penses à monsieur un tel, là, tu sais, que finalement, tu sais, lui, il est en train de, tu sais, il est intubé, ventilé aux soins intensifs, là, tu sais, puis là, tu penses, tu sais, que c'est une job particulière, mais je dis pas ça pour faire pitié, je veux dire, il y a énormément de côté positif, le retour qu'on a, là, mais le retour qu'on a au niveau positif, il est parfois à la hauteur de de la souffrance qui vient avec. Écoute, as-tu, dernière question, après je te laisse aller, donc, as-tu une rencontre de rêve, une personne vivante ou décédée, là, que t'aimerais rencontrer? Ben, tu sais, parlant d'humanisme, cette question-là, ben, vivante, ce serait Keith Richards, là, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mais décédé, c'est Albert Camus, je l'ai même ici, tu vois. Nice! Avant-bras, j'ai la collection derrière. Pour moi, Camus incarne l'humanisme à son meilleur. Et puis, la justice aussi, très clairement. Puis, je pense que c'est un éclairage. Puis, ceux et celles qui ont plus ou moins lu Camus ou ne connaissent pas trop, je vous encourage à lire ça. Je dirais que tous ces ouvrages sont relativement simples à comprendre, mais sont tellement justes, sont tellement des bons évaluateurs de l'état du monde. Alors voilà. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai repris la lecture de La Peste là, pour une deuxième fois. C'est sérieux, oui? Écoute, je te dirais probablement 40 ans après la première lecture. Donc, oui. J'ai ça sur ma table de chevet. Donc, écoute, mon cher, ça a été hyper agréable. Donc, on va suivre la suite, puis au plaisir, peut-être d'un entretien en personne la prochaine fois. Avec grand plaisir, c'était vraiment agréable. Puis à tous ceux et celles qui nous écoutent, lâchez pas. Vous avez évidemment vos préoccupations d'un point de vue professionnel, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui se transcende. Le reste, à mon sens, c'est celui des droits fondamentaux. Et là, vous en êtes la victime. Et on va vous appuyer là-dedans du mieux qu'on peut, parce qu'après vous, ça va être un autre groupe, ça c'est assez clair. Parce qu'il y a les droits fondamentaux, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça arrête. Je te remercie énormément. Salut, à bientôt. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.